Chers entrepreneurs, chers participants, bonjour à tous. Pourquoi Microcity? Pourquoi l'innovation collaborative? Pourquoi le format PME Connect? L'innovation n'est pas une question de technologie, mais c'est une question de comportement. C'est une citation qui vient de Thomas Kollopoulos. C'est le chef du Delphi Group, une société américaine, et elle est certainement une entreprise technologique. Et puis cette citation, elle décrit aussi très bien ce que fait Microcity. Notre mission, elle est de stimuler, soutenir et accélérer la réalisation des projets d'innovation et de diversification. Cela nécessite aussi la collaboration et souvent un changement des habitudes. Microcity vous aide dans la mise en relation avec des partenaires, le montage et la gestion de vos projets innovants. L'objectif du format PME Connect est de vous donner des impulsions et à initier les discussions et des réflexions. La thématique de l'innovation collaborative nous a été indiquée par vous, les PME, lors de notre soirée de lancement du programme PME. Le programme d'aujourd'hui se divise en deux parties, comme déjà Sandy a dit. Il y a en première partie les trois impulsions sur les différents aspects de la thématique. Alors, Laurent Balmelli, il va nous expliquer l'innovation collaborative en 15 minutes. Après, Marc Matisse va parler sur les aspects humains et culture d'entreprise. Et Bernard Palou va nous décrire la mutualisation des moyens techniques. Ensuite, il y a la table ronde avec les trois orateurs et Christophe Sam. Christophe va amener les aspects légaux de l'innovation collaborative. Dans le cadre de cette table ronde, vous avez aussi l'opportunité de poser les questions aux panélistes. Pour doubler le bonheur, il faut le partager, disait déjà le cuisinier du siècle Paul Bocuse. Et avec ça, j'aimerais faire le passage aux orateurs et je vous introduis le premier orateur, Laurent Balmelli. Laurent, c'est un entrepreneur qui a fait ses études en doctorat et un doctorat en informatique à l'EPFL. Il a débuté sa carrière chez Silicon Graphics pour y aller aux États-Unis et au Japon. Il a travaillé chez Nokia, IBM Research et Software Group. Et depuis 2012, il est de retour en Suisse et il a créé Strongcodes, une start-up dans la cybersécurité qui a été rachetée par Snapchat. Aujourd'hui, Laurent est un nouveau start-upper et il donne des cours sur les méthodes d'innovation à l'EPFL, à la HESSO et au Japon. Et Laurent donne des conseils via son entreprise Sana Elias, qui hoste aussi son nouvel projet start-up. Si vous googlez Laurent Balmelli sur medium.com, vous trouvez une douzaine de ses articles sur les modèles d'innovation, mais aussi sur la cybersécurité. Hier, Laurent a publié l'article qui couvre le contexte de son impulsion. Laurent, c'est un plaisir de t'avoir comme orateur. Je te laisse la parole et puis je te demande de lancer ta présentation. Merci, Laurent. Voilà. Merci Fabien. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais tenter de partager. Tu m'as expliqué, c'était les 3 points. Hein. C'est les 3 points, oui. Ouais, 3 petits points là. Et puis maintenant, les 3 petits points, j'ai un menu, j'ai Pin and Fit to Frame, mais j'ai pas l'option de partage. Ah oui, voilà, ici. Enter full screen, non, je vois rien. Intéressant. Alors, l'option qu'on a utilisée la dernière fois, intéressant, elle est plus là. Alors, attends une seconde. Ah, ok, c'est bon, je l'ai trouvé, screen share. Voilà. Désolé, je suis un peu handicapé avec la technologie. Alors, je vous montre, voilà, c'est celui-là. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok. Alors, je vais démarrer la présentation. Là, j'essaie de faire ça en 15 minutes. Hein. Je ne vais pas prendre le temps des autres présentateurs. Merci Fabien pour la présentation. J'ai essayé de garder ça assez simple. Donc, en fait, pour être sûr que
que les gens puissent un peu avoir des choses ensuite, s'il y a plus d'intérêt à étudier. Donc, je vais référencer aussi les papiers que j'ai écrits. En fait, je voulais commencer juste par aussi une citation que j'aime bien parce qu'en fait, ça montre que si vraiment on veut comprendre quelque chose, il faut vraiment qu'on le pratique. C'est donc en fait une des personnes qui a fondé le département d'informatique à Stanford, qui dit que, alors il n'a pas dit en français évidemment, il a dit en anglais cette citation, mais je l'ai traduit en français vu que cette présentation est en français aujourd'hui, qui dit alors que nous pensons savoir quelque chose quand nous l'apprenons et que nous sommes convaincus de savoir que nous l'enseignons, donc pour nous l'enseigner, en fait, nous ne pourrons pas vraiment le savoir tant qu'on n'a pas codé sur un ordinateur. Et puis ça, c'est vraiment en fait une chose que moi j'applique avec beaucoup de plaisir. Je fais de l'informatique depuis que j'ai 9-10 ans et puis c'est vraiment ce qui me motive et surtout la technologie de rester. En fait, quand je fais mes startups, je participe autant évidemment à l'aspect business, mais aussi l'aspect technologique. J'implémente les choses moi-même et je fais beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est important de garder le contact avec ça pour comprendre la technologie aujourd'hui. Ça change beaucoup en fait. Si vous voulez me contacter, donc sur Twitter ou par email ou même par WhatsApp. Alors, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, Fabien, d'accord? Donc, en fait, juste pour dire, mon domaine d'expertise, vraiment, c'est les stratégies d'innovation et commercialisation, puis le design de produits IC, donc produits technologiques, puis la cybersécurité. C'est vraiment ce qui m'intéresse. J'ai fait mes études en Suisse, j'étais 12 ans hors de Suisse après mes études, donc 7 à New York et 5 à Tokyo. J'ai fondé Sana Elias, donc ma société de conseil en 2011, que j'utilise en fait pour coacher les autres entreprises et fonder des startups. En fait, Strongcode, la startup qui s'est fait racheter par Snapchat, c'était parti en fait comme une histoire de coaching au début où les gens m'ont contacté pour que je fasse la partie donc business, donc de la startup, de la commercialisation du produit, qui était un produit qui était créé à la HEGBD. Et donc, j'ai pris le rôle de CEO et après 2 ans, on a pu se faire racheter. Le but, c'était vraiment de pouvoir commercialiser la technologie. Alors, se faire racheter, c'est vraiment pas toujours dans le but, mais pour nous, c'était quelque chose qui était assez important, surtout que Snapchat, c'est une entreprise qui était intéressante pour nous. J'ai passé 3 ans à Snapchat maintenant et là, j'ai décidé de me relancer dans une nouvelle startup. Comme Fabien disait, je donne aussi des cours, donc c'est l'innovation. Alors, qu'est-ce que la collaboration ouverte? C'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment essayer de définir. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, mais on essaie de le formaliser. Pourquoi? Parce qu'on essaie de comprendre comment en fait le faire fonctionner mieux. Les gens veulent collaborer, les entreprises ont besoin de collaborer parce que maintenant, c'est difficile de faire tout depuis le départ tout seul. Hein. On dit from scratch en anglais. Plus personne font des produits eux-mêmes tout seuls. Donc, c'est très important pour collaborer, pour pouvoir partager les connaissances. Alors, la collaboration ouverte, c'est vraiment quand on s'ouvre vraiment sur l'extérieur avec d'autres entreprises pour partager les connaissances. Ça peut être aussi pour partager des données. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur bouger. C'est aussi pour l'outsourcing. Donc, l'outsourcing, c'est quelque chose qui est devenu une stratégie pour beaucoup d'entreprises d'outsourcer une partie du développement. Par exemple, on fait beaucoup de ça avec des pays de l'Est pour outsourcer des parties, par exemple, d'un code où on n'a pas les compétences, où on n'a pas simplement la main-d'œuvre. Ça peut aussi faire partie d'un effort collectif pour parvenir à un consensus ou une norme, par exemple, ou maintenant, dans le cadre d'un produit, donc un effort collectif avec d'autres entreprises ou le crowd pour parvenir à un service ou un produit. Si vous voyez les petits triangles que j'ai mis à côté ici, ça montre que plus on va en bas, plus on a une implication dans l'effort. L'effort est impliqué, il demande de plus en plus de collaboration que simplement un partage de connaissances. Donc, plus on descend les bullet points ici, plus c'est un effort qui est impliqué. Et maintenant, le problème qu'on a, c'est ce qui en fait empêche, disons, ou mitige la collaboration entre les entreprises, c'est en fait la confiance. C'est le fait de ne pas typiquement se faire voilà, les données, il peut y avoir des fuites de données, se faire voler de l'information ou maintenant le problème avec se faire voler une invention ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que les entreprises peinent, et ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau, hein, c'est un problème qui existe depuis toujours, peinent à partager les choses en raison de ce problème de confiance. Donc, en fait, j'ai réutilisé un terme ici, j'ai écrit ce papier hier, j'ai publié le papier hier, là-dessus, je voulais le publier pour la conférence ici.
Alors, j'ai une version française sur mon blog dans le temps, j'ai appelé ça l'énigme de la collaboration ouverte et le lien avec l'innovation collaborative. Et en fait, j'ai repris le thème ici, Trust but Verify, qui est un test on appelle ça une devise qui a été utilisée par Ronald Reagan pendant les négociations avec Gorbatchev pendant la guerre froide. Alors, je pense pas que tout le monde se souvient de ça. Moi, j'étais aussi relativement jeune. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire confiance quand on travaille avec quelqu'un d'autre, mais il faut quand même vérifier. Et ça, c'est quelque part où la cybersécurité ici vient jouer le rôle pour pouvoir en fait sécuriser l'interaction quand on fait une collaboration. Maintenant, le plus cette collaboration est impliquée, le plus elle a le potentiel d'arriver sur un produit ou un service. Et c'est là en fait qu'on se relie à l'innovation collaborative. Parce que tant que c'est une collaboration qui est pour du partage, ce n'est pas nécessairement qu'on va venir avec un nouveau produit, un nouveau service, mais plus on s'implique dans cette collaboration, plus on va dans une possibilité d'innovation collaborative. Alors, pour définir les termes, quelles sont les différentes formes d'innovation collaborative? Donc, on peut travailler évidemment entre les entreprises, on peut travailler entreprises et startups, on peut faire beaucoup de schémas, mais aussi on peut utiliser aujourd'hui beaucoup d'outils sur Internet qui nous permettent de faire des choses qui n'étaient absolument pas possibles aujourd'hui. Une classification aussi que j'utilise pour le cours que je donne à l'HESSO, donc il y a un cours de master sur l'innovation, en fait, qui montre en fait les différents types, juste pour la génération et la sélection des idées. Si vous en fait créez un produit, vous pouvez faire tout le développement interne ici. Donc, j'ai dit mostly internal. Donc, c'est la partie, on génère nous-mêmes et on sélectionne nous-mêmes les idées. Mais par contre, on peut utiliser une sélection externe. Par exemple, si vous connaissez ce que c'est un MVP, un Minimum Viable Product, c'est ce que typiquement fera une startup pour tester typiquement si le marché a du répondant. Donc, quand on crée un nouveau produit, c'est peut-être un bon choix de ne pas investir tout le budget complètement dans le produit final, mais de faire juste le minimum qu'on a besoin pour pouvoir tester le marché. Et le marché, c'est simplement ce sont donc les clients, et de pouvoir montrer aux clients une chose minimale qui leur fait dire « Ah, mais ça nous intéresse, on va les acheter, on va acheter ça ». Donc ça, c'est vraiment une stratégie en fait, de sélection externe où ça nous permet de valider des idées avant qu'elles soient complètement réalisées. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement compliqué à faire, mais c'est ce que font les startups aujourd'hui. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, il y a beaucoup de stratégies là-dessus, et c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser si on veut pouvoir faire une startup et pas passer des années sans rien vendre. Typiquement, c'est un peu l'image qu'on se donne. Avoir maintenant, pour les entreprises qui sont plus mûres, avoir du retour de clients, c'est possible aujourd'hui de manière interactive avec les produits connectés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Une fois qu'un produit il est chez le client, de pouvoir emmagasiner du retour de telle manière à pouvoir améliorer les générations du produit. C'est quelque chose qui est possible aujourd'hui à cause évidemment de la connexion des produits à l'Internet qui nous donne directement une vue sur l'expérience du client. Maintenant, sur la partie la génération des idées, alors ça, il y a des choses qui sont intéressantes aujourd'hui parce qu'il y a ce qu'on appelle les tournois d'innovation. Vous pouvez regarder sur les sites que je cite ici, Innocentive, QuadSpring et Kaggle. C'est en fait des sites qui nous permettent en fait de générer des idées. Donc, typiquement, des entreprises vont proposer un problème et ils vont donner ça donc à des communautés et évidemment pour un prix qui est monétaire. Et les communautés vont générer des idées. Et on peut même en fait faire les deux en même temps si on fait une sélection et une génération en organisant typiquement des hackathons, des customer workshops et des choses comme ça. Donc ça, c'est très rapide, mais c'est en fait un résumé des technologies et des techniques qui sont utilisées. Alors, vous pouvez lire le papier que je mets ici sur la marge de gauche, ici, qui est en fait aussi sur mon blog, du temps. Il y a aussi une version anglaise sur Medium. Les stratégies d'innovation collaborative, je ne vais pas aller trop là-dessus, mais il y en a plusieurs en fait ici, de pouvoir en fait aussi ouvrir l'innovation au niveau des designs. Alors ça, c'est l'utilisation aujourd'hui pour un produit technologique de l'open source typiquement. Et ça, c'est très important parce que les produits technologiques sont devenus tellement compliqués aujourd'hui que, à nouveau, ce serait complètement futile d'essayer de tout faire depuis zéro. Et en fait, c'est encouragé de pouvoir utiliser de l'open source. Donc, évidemment, il y a beaucoup de périls qui sont attachés à ça. Évidemment, parce que les produits open source ne sont pas parfaits. Ils ont probablement des vulnérabilités.
Et si vous reconnaissez ici le petit cœur, ici, c'est en fait le logo qui est utilisé pour Heartbleed, qui est en fait une vulnérabilité qui a été découverte dans le protocole qui s'appelle OpenSSL, qui est le protocole qui sécurise, disons, 99% des sites web dans le monde pour des connexions qui sont chiffrées. Et il y avait un bug là-dedans qui était découvert en 2015 et qui permettait en fait de ramasser tous les mots de passe d'un site. Et ça, ce bug n'a pas été découvert pendant longtemps et a permis en fait à beaucoup de hacking relativement facile en fait de sites web. Et ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui, donc la plupart des serveurs ont été patchés, mais si vous essayez de retrouver des traces de Heartbleed, il reste encore aujourd'hui, en fait, quand j'ai regardé l'année passée, en 2019, il restait des serveurs en Suisse qui n'étaient pas patchés, donc ils sont encore sensibles. Donc évidemment, utiliser de l'open source, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui peut être très difficile. Et maintenant, pour la sélection des idées, j'ai expliqué en fait qu'on pouvait donc faire une sélection ouverte ou une génération ouverte. Beaucoup de marques, typiquement, je ne vais pas être dans les détails, mais beaucoup de marques ici offrent des apps ici pour pouvoir typiquement impliquer leurs clients dans le processus de design et de fabrication. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place. Et par exemple, une entreprise de fashion clothes qui s'appelle Zara, une entreprise donc espagnole qui fait très bien ça. Maintenant, alors, pour finaliser, parce que j'ai que 15 minutes, hein, je m'excuse pour ça. Donc, quelques ingrédients nécessaires to be open, en fait. Donc, la cybersécurité, quand on collabore, elle prend un rôle essentiel dans une collaboration ouverte. Donc, c'est typiquement la gestion des accès aux documents, savoir qui a vu sur quoi et de l'identité. Rappelez-vous que plus on met en place de sécurité, plus on a cette notion de trust c'est un peu ironique, hein, mais on a cette notion de trust qui va se mettre en place, qui permet en fait aux gens de partager plus qu'ils n'auraient fait simplement parce qu'ils savent où finissent ces données. La gestion des menaces d'initiés, qui est une discipline assez nouvelle maintenant en cybersécurité, où on a en fait une vue sur certains employés malicieux qui peuvent en fait typiquement aussi voler des données et la surveillance des ressources. C'est que certains détails. Maintenant, si on va dans une collaboration qui débouche dans une innovation ouverte, une innovation collaborative ici, donc évidemment, la gestion de la confidentialité, elle est clé ici. Tout ce qui sera des NDA ou des accords de confidentialité, la gestion de la propriété intellectuelle, évidemment, est clé ici, et des œuvres dérivées. Ça, c'est des choses que je vais pas aller en détail, mais je suis sûr qu'on a des experts là-dessus ici dans cette conférence. Et voilà. Donc, un exemple de ces choses-là ici, je vais mettre ici, c'est l'externalisation, donc l'outsourcing, sécuriser les processus. Et ça, en fait, c'est le sujet sur lequel je travaille dans ma nouvelle startup. Voilà. Donc, toutes les références, elles sont sur le site de Sanaelia. Si vous allez là, il y a beaucoup de littérature, en fait. Hein. Si vous allez sur le site, vous allez sur Média. Ici, vous allez. Donc, il y a une version française aussi du site ici. Si vous mettez en français, vous avez le site ici. Sur les médias, vous avez tous les articles de mon cours ici. Donc, ça, c'est le cours que je donne. Je ne sais pas si c'est trop petit ou je vais essayer de peut-être mettre ça plus gros. Ça, c'est mon cours d'HECSO. Donc, j'ai tous les articles de mon cours qui sont ici. Donc, le dernier que j'ai publié en fait hier, ici, je l'ai écrit d'abord en anglais, excusez-moi, en anglais. Et ensuite, j'ai traduit en français. Donc, vous pouvez me dire quelle version vous préférez. Ensuite, ça, c'est le cours que je donne au Japon, qui est aussi un cours de concept, création de concepts ici et de vérification. Mon blog du temps et quelques articles qu'on a ici. Et voilà. Et les articles sur la cybersécurité. Donc, vous voyez, il y a pas mal de matériel si vous voulez visiter le site ici. Donnez-moi du feedback si vous en avez, avec plaisir. Et voilà. Donc, voilà, j'espère que je n'ai pas trop fait long. Fabien, c'était Parfait, pas Laurent, facile de le merci faire en beaucoup. 15 minutes. Merci beaucoup, c'était pile dans les 15 minutes, c'était super, merci beaucoup. Parfait, Et merci puis, beaucoup. je fais le passage au prochain orateur. C'est Marc Matisse, c'est également un entrepreneur. Il a fait ses études à la HESSO en ingénierie électrique. Et Marc a aussi débuté sa carrière chez Silicon Graphics pour ensuite partir aux États-Unis et pour partir dans le product management et la vente. Marc est le cofondateur de Arbolife, du Hub Neuchâtel et de Paradigme 21. Il détient un executive MBA
Et il est coach chez Platine dans le service affaires. Marc donne aussi des cours à la HESSO et à la HEARC. Marc, je te donne la parole et puis tu lances aussi ta présentation. Merci Fabienne. Moi, je n'ai pas de présentation, donc pas de partage d'écran pour ce soir. Donc bonsoir à tous. Je dis bonsoir, il est 17h. Donc quand Fabienne m'a demandé de venir parler à cet événement sur l'innovation collaborative, il m'a particulièrement aiguillé sur l'angle culturel ou l'angle humain de l'innovation collaborative. Donc peut-être qu'on va se mettre d'accord de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de culture. On ne parle évidemment pas d'aller au théâtre ou au concert quand on parle de culture. On parle bien entendu de la culture d'entreprise. Mais la culture d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose en fait d'intangible. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'implicite. On peut parler par exemple de la structure organisationnelle d'une entreprise. Celle-là, elle est explicite, donc elle existe dans un autre domaine. La culture, elle est intangible. Par contre, elle existe et elle va déterminer en fait de manière générale comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres, comment est-ce qu'on se traite les uns les autres. En fait, elle va influencer de manière énorme le comportement des individus dans une organisation et la manière dont l'organisation ou dans la société se comporte. Donc voilà ce qu'on entend par culture. Pour ma présentation de ce soir, en fait, je vais simplement prendre les deux mots de innovation collaborative et on va décortiquer l'un après l'autre. D'abord l'innovation, puis ensuite la partie collaboration, justement avec cette loupe ou ce regard plus culturel. Donc on va les voir à l'intérieur de chacun. Donc, Laurent a parlé avant, non, c'est Fabienne quand il a introduit ça, il a parlé de l'innovation, que c'était une question de comportement. Donc là, j'ai déjà fait le lien, en fait, c'est une question de comportement évidemment au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Donc, quand on est dans le domaine du collectif, on va évidemment parler de culture. Dans les grandes entreprises, il y a un phénomène qui est assez intéressant, qui ressort aussi de la présentation tout à l'heure de Laurent, qu'on peut constater, c'est qu'elles ont parfois de la peine à innover à l'intérieur. Donc elles ont tendance plutôt à acheter des startups plutôt que d'innover à l'intérieur de leur entreprise. Puis on peut se poser la question, mais en fait, pourquoi, avec tous les moyens dont elles disposent, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à innover, à démarrer cette innovation à l'intérieur? Bon, ici, on est dans un espace, c'est un événement dédié aux PME. J'espère qu'à travers ce que je vais présenter les quelques prochaines minutes, vous allez voir qu'on peut aussi, en tant que PME, se heurter à ces barrières, à certaines limites de l'innovation. Une des premières limites auxquelles on peut se heurter, c'est que si on a une structure organisationnelle classique, c'est-à-dire avec une structure qu'on pourrait appeler hiérarchique, avec différents processus et de règles qu'on a mis en place pour définir comment est-ce qu'on fonctionne, en fait, ces facteurs simplement organisationnels qui nous structurent une organisation, en fait, deviennent directement les limites auxquelles on peut se heurter lorsqu'on souhaite innover. Donc, si une structure, je veux dire, pyramidale, classique, avec des processus et une hiérarchie et une bureaucratie, si ça crée des conditions optimales à l'initiative individuelle, à l'intelligence collective, à l'innovation en fait, de manière spontanée, ben ça se saurait. Donc clairement, on n'est pas dans un cas de figure où on a un match parfait entre la structure et la bureaucratie et l'innovation. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'innovation n'est pas possible dans des organisations qui sont structurées de façon classique. Ça aussi, ça se saurait si ce n'était pas possible. Donc c'est clairement possible. Donc là, ne voyez pas tout ça, ce que je dis, comme une dichotomie, mais plutôt comme un spectre. Comme finalement, il y a d'un côté des structures très formalisées, très hiérarchisées, très bureaucratiques, dans lesquelles l'innovation devient presque impossible. Et puis de l'autre, dans les PME notamment, on a des cultures ou des structures qui tendent à être beaucoup plus souples. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, quelque part, en tout cas inconsciemment, sujet au même biais que ce qu'on a dans les plus grandes organisations structurées de manière plus formelle. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, les conditions naturelles pour l'innovation, elles ne sont généralement pas présentes comme ça, toutes seules, dans une culture d'entreprise. Et la question, c'est pourquoi ? C'est parce que dans les startups, évidemment, toute la culture tourne autour de l'innovation. Donc, elle va construire sa culture autour du mécanisme même de l'innovation. Mais à partir du moment où on est une entreprise industrielle, où on a des produits qui sont déjà dans des cycles de vie différents,
En fait, c'est extrêmement compliqué de faire coexister des cycles d'innovation. Quand je parle de cycle d'innovation, je parle en fait finalement entre l'initiation, à partir du moment où on a une idée qui est en émergence, à partir du moment où on fait les premières expérimentations, on recherche une sorte d'adéquation entre problèmes et solutions. Ensuite, peut-être qu'on forme une équipe, on essaie de poursuivre l'aventure, on va valider ça avec différentes étapes de manière itérative. Tout ça, ce sont déjà 3, 4 différentes étapes du cycle d'innovation. Et donc, si vous avez dans une organisation des produits ou des solutions ou des services qui sont dans un cycle de vie mûr, c'est-à-dire qui sont dans un marché stable ou qui sont en accélération ou qui sont finalement plutôt dans un marché qui essaie de cristalliser ou en expansion, vous allez être dans des produits mûrs et ça va vous demander finalement une organisation complètement différente que ce que vous demande un environnement propice à l'innovation. Ce qu'on observe, c'est que dans les premiers cycles, les premières étapes du cycle d'innovation, en fait, le mot-clé, c'est il y a besoin de flexibilité. D'accord ? On va inviter un certain chaos pour stimuler la créativité. Il y aura besoin de liberté. On va se travailler en réseau de façon décentralisée. On va se focaliser sur l'efficacité par tout un tas d'expérimentations. On va chercher la disruption. On va essayer de faire vite. Tout ça, ce sont des mots qu'on peut associer d'une certaine façon à la flexibilité. Et plus on avance dans le cycle d'innovation, plus on se trouve dans un autre besoin, avec un besoin plutôt de contrôle et de structure, où on a besoin d'ordre, on a besoin de centraliser les décisions, on a besoin d'efficience, plus seulement d'efficacité, on a besoin de spécialisation, on a besoin d'exploitation, d'évolution, d'optimisation, et tout ça c'est un autre vocabulaire. Donc vous voyez déjà rien que dans le choix des mots, en fait, ce sont des vocabulaires ou des mots qui ont tendance à tirer un petit peu dans des directions différentes. Et donc, la grande difficulté, c'est comment est-ce que, dans un environnement, on fait coexister des structures qui permettent à la fois de la liberté et à la fois de la structure, ou à la fois de la flexibilité et à la fois du contrôle. Et puis, juste assez de l'un, pas trop de l'autre, et inversement. Et ça, c'est un curseur extrêmement fin à trouver pour chaque organisation, pour chaque structure. Ok, donc en vous présentant ça, on sent que pour l'innovation, il va falloir permettre une structure ou quelque chose qui invite à la liberté, à la flexibilité, que l'environnement, j'ai envie de dire, industriel classique ne va pas forcément permettre les conditions d'émergence d'innovation. Mais qu'est-ce que ça demande en fait du point de vue d'une culture d'entreprise en fait ? Et là, comme je vous ai dit, la culture, c'est toute la partie implicite de l'organisation. C'est ce qui crée le contexte dans lequel on interagit les uns avec les autres. Et donc, en observant un tout petit peu déjà dans les startups, comment est-ce qu'elles fonctionnent, puis dans des entreprises qui ont réussi ou qui sont constamment dans l'innovation, on observe en fait des traits culturels qui se démarquent. On observe déjà, le premier, c'est que les personnes, les collaborateurs se sentent en sécurité. Une sorte de sécurité psychologique dans laquelle elles peuvent expérimenter. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non, mais c'est un aspect culturel. Ensuite, un peu plus loin, il y a le droit à l'erreur, c'est-à-dire de faire des choses et de se planter, potentiellement même aller jusqu'à une culture qui célèbre les échecs et qui célèbre les erreurs. Il y a encore un pas, mais vous voyez qu'on est dans le domaine de la culture, le droit à l'erreur. Ensuite, on parle beaucoup de flexibilité et puis évidemment d'agilité. L'agilité, c'est une capacité de mouvement, de s'adapter, de se mettre en permanence, pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que structure, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, d'être capable de s'adapter à un environnement qui évolue rapidement et qui change constamment. Donc ça, ce sont des traits culturels, finalement, qui stimulent, qui favorisent l'innovation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces éléments culturels que je viens de citer, eh bien, en fait, ce sont exactement les mêmes que ceux qui sont propices à une organisation qui passe à un nouveau paradigme organisationnel, c'est-à-dire qui commence à, au lieu de centraliser le pouvoir, qui commence plutôt à distribuer l'autorité et le leadership, plutôt que de concentrer ça au sommet d'une pyramide. Donc en fait, c'est intéressant de voir que les traits culturels sont les mêmes pour les organisations qui changent un petit peu du paradigme organisationnel du management classique que celles qui innovent. Donc si on reprend encore une fois cette loupe de l'angle culturel, en fait, il n'y a vraiment que deux méthodes aujourd'hui que je
voire moins, pour stimuler l'innovation et qui ont fait leurs preuves. La première, c'est de sortir l'innovation. Donc on parle de carrément délocaliser potentiellement l'innovation. Laurent Barnelli parlait dans sa présentation tout à l'heure d'outsourcer la R&D. C'est exactement ça. On l'outsource, on la sort du bâtiment, ne serait-ce que la sortir dans un bâtiment. C'est en fait une manière de culturellement la séparer, c'est de séparer les équipes. Un exemple d'une société avec laquelle on a travaillé, qui est Roman d'Énergie. Roman d'Énergie a également sorti son lab d'innovation et ils l'ont implanté à l'EPFL. Donc, il ne peut clairement pas être dans le bâtiment principal de la société. Ça ne fonctionnerait pas. Il y a des sociétés qui implantent leur R&D dans la Silicon Valley, etc. Et il y en a d'autres qui implantent leur R&D en Suisse. Mais toujours pour les mêmes raisons. C'est cette logique de sortir l'innovation parce que culturellement, ça va demander un grand écart trop grand. Donc ça, c'est la première approche. Et puis l'autre approche, finalement, c'est de transformer sa culture d'entreprise. Et par la même occasion, généralement, de passer d'un modèle de management classique, celui-là, il risque d'y passer aussi quand on entre dans une étape de transformation, soit intentionnellement, parce qu'on a anticipé la chose et on s'est rendu compte que peut-être le principe même de la subordination, c'est-à-dire qu'une personne est subordonnée à une autre, ne crée pas un contexte favorable à l'innovation, qu'aujourd'hui les gens ont besoin d'un autre cadre pour pouvoir être créatifs et créer. Donc soit intentionnellement parce qu'on a vu ça, soit finalement en conséquence des changements culturels. Et parce que si on essaie de changer la culture d'entreprise puis qu'on reste figé sur une structure pyramidale, à un moment donné, il y aura des dissonances qui vont devenir de plus en plus grandes. Donc si je résume, les deux manières de vraiment stimuler l'innovation, c'est de l'outsourcer, soit par l'achat d'une société, soit par la sortir de son bâtiment, soit de commencer à transformer sa culture interne. Donc voilà, ça c'était pour le premier point. Le deuxième est un peu plus court, parler de collaboration. Donc face à la complexification de l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, on parle d'environnement VICA, on parle de volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Donc voilà les quatre qu'on vit maintenant pleinement avec cette crise du coronavirus. On voit clairement à quel point tout est volatile, incertain, complexe et ambigu. Tous les spécialistes à qui on demande mais comment est-ce qu'on fait pour collaborer là-dedans, enfin, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pardon, il faut collaborer. Le mot d'ordre, c'est la collaboration, c'est utiliser l'intelligence collective. Parce qu'avant, au niveau d'une direction, d'une personne ou de plusieurs personnes, généralement, on était capable, avec un petit groupe, de piloter toute une entreprise en maîtrisant en fait tous les facteurs externes, le marché, les évolutions, la technologie, les cycles, etc. Mais aujourd'hui, c'est juste plus possible. Donc, en fait, c'est la notion même de pouvoir centralisé, du pouvoir qui est centralisé dans la direction, c'est cette notion même qui arrive à ses limites. Pas partout, mais à mesure que les domaines se font un peu disrupter, cette notion-là, elle disparaît de plus en plus. Bon, alors il faut collaborer. On parlait avant d'innovation collaborative, mais on voit que déjà, en fait, de collaborer à l'intérieur de l'entreprise, c'est quelque chose de compliqué. Dans les accompagnements qu'on fait dans Paradigme 21, on observe que les entreprises ont tendance à surévaluer leur capacité réelle de collaborer. Donc elles pensent que ouais, non, on est très collaboratif, ça. Puis en fait, quand on regarde un petit peu plus près, puis qu'on sort la loupe, on voit que les gens, souvent, ils collaborent que quand c'est dans leur propre intérêt personnel, parce que les objectifs sur lesquels ils sont mesurés, ils sont presque toujours personnels et pas collectifs. Donc en fait, il y a quand même toujours cette notion d'intérêt personnel qui vient se mêler à la notion de collaboration et donc qui vient la fausser. Donc il s'agit de dépasser ces intérêts personnels et que finalement chacun se mette un peu au service des intérêts collectifs. Mais ça, ce n'est pas un tout petit ajustement à faire. Ça, finalement, c'est de nouveau une sorte de transformation culturelle. Et ça prend du temps jusqu'à ce que finalement cette manière d'innover de l'entreprise puisse naturellement s'appuyer sur une culture qui est collaborative. Alors malgré tout ce que je viens de dire, en fait, je suis assez sûr que certains d'entre vous se disent oui, mais chez nous c'est différent, nous on collabore déjà beaucoup. Alors sûrement, mais on a aussi tendance à se surévaluer soi-même. Est-ce que de parler les uns avec les autres, est-ce que faire des séances de brainstorming, est-ce que composer des équipes projets pluridisciplinaires, est-ce que c'est ça la collaboration, en tout cas la collaboration avec un grand C? Moi je prétends que non, je prétends que ça c'est un peu les balbutiements de la collaboration.
en fait, il y a un changement de paradigme à faire, et puis là, je vais simplement utiliser le symbole mathématique. Tant que vous faites du plus, c'est-à-dire que vous mettez des gens ensemble, ben en fait, vous faites de la collaboration du XXe siècle. Ça, c'est l'addition. En fait, comment s'assurer que la collaboration, la question qu'on se pose, c'est comment s'assurer que la collaboration ne devienne pas un facteur d'addition, mais un facteur de multiplication du potentiel d'innovation et des employés. Et pour passer au facteur multiplication, là, on est dans une intelligence collective et il y a un changement de mindset complet à faire. On parle d'ouverture à l'autre, la nature des relations vont être différentes, des échanges plus authentiques, plus vulnérables. On va faire appel au feedback les uns avec les autres. Il y a tout un contexte culturel et relationnel qui va venir avec cette notion de vraie collaboration au-delà de ses intérêts personnels. Bon, maintenant, admettons qu'on ait fait ce chemin en interne. Hein, donc, quelques années, on a travaillé sur notre culture, etc. On a avancé là-dessus. Maintenant, si on parle d'innovation collaborative, ça implique de collaborer en externe avec d'autres organisations qui ont d'autres intérêts, qui ont une culture et une histoire qui va être différente que la vôtre. Donc, ça complique encore en plus la donne. Et la question en fait qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que traditionnellement, en tout cas dans notre région, il y a si peu d'entreprises qui le font? En fait, c'est parce que ça fait peur. Ça fait peur de partager son savoir-faire. Laurent Barnelli l'a dit avant, on n'a pas confiance. Et on a donc une méfiance qui est généralement basée sur la croyance que, en fait, je vais investir du temps, mais en fait, à la fin, j'aurai rien. Donc cette méfiance-là, cette peur, va driver tout un comportement qui va en fait nous faire nous refermer sur nous-mêmes, dans des murs, dans des barrières dans lesquelles on se délimite dans l'espace. Voilà, on n'a pas tout à fait cette notion de partenariat dans notre ADN. On a plutôt tendance à fonctionner avec des limites et des barrières pour bien tout bétonner, bien structurer. Donc, quand on collabore avec des partenaires externes ou des fournisseurs ou des clients ou des partenaires, disons, commerciaux, on a tendance à bétonner ça dans des contraintes, dans des machins et des trucs, etc. Puis, en fait, on y ajoute une couche de structure énorme. Mais tout à l'heure, quand on a regardé l'innovation, on a bien vu que la structure, c'est quelque chose qui va en fait fondamentalement tirer dans le mauvais sens pour stimuler l'innovation. Il va falloir de la liberté, de la flexibilité, de l'espace. Donc en fait, tout ce qui va nous aider à passer au-delà de nos peurs, de s'ouvrir dans un partenariat ou dans une collaboration, ben, en fait va venir activer des réflexes qui vont être de nature contraire à stimuler l'innovation. Donc, quels sont les prérequis pour une collaboration qui fonctionne en interne comme en externe? Il y a des leviers de développement qui permettent à une organisation d'avancer là-dedans. Développer la confiance, ça c'est un prérequis énorme. L'ouverture à l'autre, mais ça se passe d'abord humainement. L'ouverture à l'autre humainement, ensuite de quoi transcender à une sorte d'ouverture au monde. Une culture du feedback qui permet de ramener des boucles d'amélioration à l'intérieur des processus collaboratifs, c'est essentiel. La collaboration sans feedback, en fait, elle est incapable de produire des résultats qui s'améliorent. Ce n'est pas un système auto-apprenant. Donc, pour que ça devienne auto-apprenant, il faut mettre des boucles de feedback pour constamment s'améliorer. Développer ensuite une culture entrepreneuriale et agile. Je crois que j'arrive gentiment au bout du temps, donc je vais un petit peu raccourcir, mais ça c'est énorme, la culture entrepreneuriale. Mais pour ça, encore une fois, il va falloir transcender cette notion de subordination jusqu'à ce que quelqu'un puisse prendre et incarner l'esprit entrepreneurial au sein d'une organisation. Et puis une forme d'autonomie, donc puisqu'on parle de plus que les gens ne soient peut-être plus subordonnés, ben, il va falloir quand même, comme on l'a bien dit tout à l'heure, faire confiance mais vérifier. Donc à un moment donné, en autonomisant les gens, il va falloir qu'il y ait une certaine structure qui permette cette autonomie, autant individuelle que collective, pour pouvoir constamment faire évoluer les cahiers des charges des uns et des autres. Donc tout ce que je vous ai dit, finalement ce soir, ça pointe dans une seule direction. C'est qu'on arrive lentement, mais sûrement en fait, aux limites de notre manière de fonctionner, autant culturellement qu'au niveau de notre structure des organisations. Et dans l'équipe de Paradigme 21 que j'ai cofondée, on est une dizaine de personnes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des organisations dans leur parcours en fait, de transformation, qui est d'abord, généralement, il est abordé dans un angle organisationnel, mais bien souvent, on se rend compte que les composantes culturelles, humaines, relationnelles sont en fait primordiales
pour faire une transformation qui est capable de tenir à la réalité du terrain et de continuer à bien fonctionner dans son entreprise. Donc voilà le changement de paradigme dont il s'agit, en fait, si on veut vraiment prendre à bras le corps cette innovation collaborative. Ça demande une remise en question. Merci beaucoup, Marc. Formidable. Je passe au troisième orateur, Bernard Palou. C'est le directeur de Archem, c'est l'association pour la recherche communautaire dans la microtechnologie. Bernard a fait des études en ingénierie industrielle en Espagne et il a travaillé aussi pour des multinationales comme Henkel et Schott. Il a fait aussi une station au CSEM dans le groupe du Business Development et il a fondé une start-up qui s'appelle Surfing Dinner. Voilà, Bernard, je te donne aussi la parole avec ta présentation. Merci Fabien. Effectivement, je vais prendre la présentation. Est-ce que vous la voyez? Donc, c'était très inspirant ces deux présentations de mes prédécesseurs. Moi, je vais vous parler de la motorisation des moyens techniques. Donc, d'abord, en présentant Archem aussi, et puis notre proposition de valeur. Donc, c'est clair, donc on travaille dans une région très industrialisée, très dense. La Suisse, notamment, c'est Arjurassien, et il y a beaucoup d'industries et du coup, possibilité de collaboration avec des voisins. Ça, c'est quelque chose qu'on constate, surtout dans les niveaux secondaires, dans toute la production et dans les cantons de Neuchâtel, c'est surtout la microtechnique, qu'est-ce qu'on constate. Par contre, qu'est-ce qu'on trouve? Donc cette peur qu'on mentionnait tout à l'heure, donc nous on est bien avec nos systèmes qu'on connaît, on ne veut pas trop voir qu'est-ce qui se passe ailleurs parce que c'est inconnu, donc ça nous fait peur. Donc on préfère continuer avec nos solutions, même si ce ne sont pas les meilleures ou les plus optimales. Et en fait, on veut avoir ces deux constats, non? Oui, on veut innover, mais on ne veut pas changer. Donc ça, c'est un peu les responsables de la société qui disent qu'ils trouvent ces remarques de comment innover, mais pas trop. Donc voilà. Ça, c'est tous les PME notamment qui vivent ça au jour. Et on est en train de constater ces derniers temps qu'on peut le faire surtout si on se met ensemble. On est plus fort, sachant qu'on a cette tissu industriel fortement spécialisé. Et par contre, il faut garder cet esprit que la réussite, c'est pas qu'est-ce qu'on peut planifier à l'avance, c'est pas linéaire, c'est beaucoup plus complexe. Il faut un degré de liberté pour celui-là. Et c'est-à-dire qu'il faut l'organiser et puis il faut rester avec cet aspect flexible. Nous, à niveau Archem, c'est une association qu'on a créée en 2017, une association à but non lucratif. Le but, c'est de faire aider cette industrie, notamment les PME, est très orientée moyen de production microtechnique. Donc, c'est très ciblé. Aujourd'hui, on a environ 70 membres. Donc, les membres représentants, c'est notamment des patrons des sociétés, des responsables R&D ou des bureaux techniques ou responsables de production. On a déjà fait 3 projets et puis on a une base de données d'environ 1000 contacts. Notre valeur ajoutée de cette association, c'est, comme je disais, très orientée production et pragmatique. On essaie de la garder très simple et neutre. Donc, c'est vraiment pour les fabricants, les sous-traitants et les utilisateurs des moyens de production qui sont surtout dans l'arjuration. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à de répertorier les besoins en développement, les compétences qu'il y a dans les institutions de la région, proposer, coordonner les projets. Donc, on va voir qu'on va ici juste faire la coordination, on va sous-traiter la réalisation de ces projets. Et par la suite, s'il faut faire des tables rondes, des formations et conférences, on le fait aussi. On fait notamment 2 forums par année au sein de l'association. Juste aussi pour vous montrer un peu la communauté aujourd'hui de cette association. Donc, on a environ les 70 membres que je disais, la plupart des industriels et des PME.
Vous pouvez donc le voir sur le site internet. Et l'équipe de l'association, donc c'est moi-même en tant que directeur et Marius Affolter comme collaborateur. On a un comité qui est très représentatif de ce domaine technique, pas mal de machines-outils, de l'autocollar et l'horlogerie. Et d'ailleurs, on cherche aussi à avoir des membres qui sont actifs dans d'autres domaines comme le médical, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve quand on parle de collaboration? On trouve que ça devient une nécessité, comme on disait. Donc, il y a un marché ultra global et concurrentiel. Ça nous pousse à rester compétitif, à être toujours plus efficient. Et pour cela, donc, il faut très bien cibler là où on peut innover, où on va développer les nouveaux produits, les nouveaux services. Donc, on prend ce dessin qui donc, tient compte la partie désirabilité du client. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nos clients? C'est quoi la nouvelle génération des produits, etc. Par contre, ça doit aussi rester technique, donc, où il y a la faisabilité du développement de ces produits. Et aussi au niveau donc, business, est-ce que ça va être rentable pour la société? Donc ça, c'est le cœur de comment, où il faut cibler ou faire les efforts pour l'innovation. Donc il faut tenir en compte ces trois sphères. Et c'est là où on doit mettre tous les efforts. Nous, à niveau RKM, on essaie d'avoir une approche agile et pragmatique. L'idée, c'est toujours d'abord identifier les besoins et les opportunités de mutualisation dans les domaines techniques. C'est là où on va donc faire le tour de nos membres et des sociétés techniques en général, comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme problème, discuter, établir un climat de confiance. Donc, on a parlé de cette confiance. Et puis, une fois il y a la confiance qui est établie, donc ils commencent à partager des thématiques, etc. Après, on va essayer d'élargir au maximum pour trouver tous les intérêts, tous les sujets. Et puis, on va passer sur une phase de définition, sur un cahier de charges un peu défini. C'est déjà extrêmement compliqué de définir un cahier de charges à niveau communautaire parce que chaque société il a forcément des besoins différents et donc la mission d'une association comme RKM est de trouver un cahier de charges qui convient à tout le monde. Après, on passe de nouveau par une nouvelle phase de création, de conception. Donc, on va trouver les différentes possibilités. On ne va pas réinventer de la rue s'il y a des solutions qui existent. Donc, on va les analyser, faire une étude de l'état de l'art. Et puis, par la suite, on va de nouveau converger et puis trouver la meilleure solution qui convient pour cette industrie-là qui est la microtechnique. Donc, on va faire des prototypes s'il faut, et puis on va donc passer sur la phase d'implémentation et redéfinition. Donc, ça, c'est un process qui a l'air simple, mais qui est très compliqué à mettre en place, et il faut avoir un certain donc, agilité tout en gardant cet esprit pragmatique. Ici, je vous montre plus en détail donc, ces processus de guidage de l'innovation. Donc, on commence par cette idée, on essaie de trouver avec cet esprit, cet esprit ouvert, donc des autres idées qui sont liées dans cette génération des idées similaires. Ça, c'est donc un travail qu'on fait à l'interne, qu'on fait aussi avec en bilatéral avec les partenaires, qu'on fait aussi avec des ateliers, etc. Donc, c'est un travail collaboratif. Par la suite, il y a cette façon de clusteriser ou de comprendre les besoins, si on peut les mettre ensemble, s'il y a des relations les uns aux autres. Et par la suite, avec ceux qui participent au projet, donc on va décider lesquels sont plus pertinents et puis où on va aller, puis quel est le plus
voilà, intéressant à aller à l'avant. Donc ça, c'est donc une approche agile et pragmatique qu'on soit on peut faire à l'interne si on a une culture relativement ouverte d'entreprise, ou soit il faut externaliser. Donc, Archem, on touche donc ces domaines techniques et surtout de cette révolution industrielle 4.0 qu'on appelle, toute la partie donc intelligence artificielle et machine learning et côté donc services d'informatique avancée, où on constate que la plupart des sociétés traditionnelles dans l'arboration n'ont pas forcément ces compétences. Ils sont surtout très forts dans la micromécanique, mais pas forcément dans ce domaine-là. Et il y a donc pas mal de potentiel dans ces aspects-là. Donc on parle aussi de la maintenance prédictive ou l'automation de la production, etc. On essaye aussi de rester au service du domaine du micro-usinage et aussi voir s'il y a des autres possibilités de mutualisation dans les services ou dans la sous-traitance. Mais on ne va pas vraiment aller en dehors de ces domaines-là. Pour vous donner quelques exemples des projets qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc c'est donc la maintenance prédictive de la machine. L'idée, c'était donc d'analyser quel modèle de machine learning était les plus adéquats et avec quelles données pour traiter des futures pannes dans la machine-outil. Un deuxième projet, c'était donc avec les closed manufacturing de la Micro 5. L'idée, c'était d'analyser les possibilités d'autocollaboration des micro-machines telles que la Micro 5. Donc, je vous rappelle, Micro 5, c'est une petite machine 5 axes développée par la Arc pour faire du fraisage qui a eu pas mal de succès. Et l'idée, c'est grâce à l'AI, si on arrive à donc, la rendre automatique et puis qu'il puisse fonctionner toute seule. C'est un projet qui a eu une suite à travers donc un projet InnoSuisse. Et aujourd'hui, on est en train de parler avec l'école pour participer au consortium de Micronil Lab qui vise donc à générer l'usine intelligente du futur par module des petites capsules qu'on va installer en fonction des besoins. Donc la machine-outil ou la fabrication additive ou juste l'assemblage. Un troisième projet qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc c'est sur l'usinabilité de l'acier inoxydable sans nickel. L'idée ici, c'est de rechercher les bonnes conditions pour une fabrication de l'habillage horloger dans cette matière qui est relativement méconnue. Et donc là, on fait face à un besoin industriel commun qui est donc de déterminer les bons outils et les bons paramètres de coupe. Et donc ces sociétés, notamment horlogères, ils ont décidé de mutualiser donc tous les essais au sein d'un projet Archem et qui est en cours de route et puis pour lequel on a plutôt des bons résultats. Donc on s'est réjoui de continuer. Et finalement, un quatrième projet qu'on est en train de lancer maintenant, c'est l'analyse acoustique intelligente de la machine. L'idée, c'est de nouveau donc, à comprendre à travers l'acoustique d'une façon intelligente si on arrive à déterminer donc la durée de vie de l'outil de coupe et d'optimiser la qualité de surface de la pièce. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer dans quel domaine on peut mutualiser et on le fait déjà. Dans la prochaine slide ici, donc, je vous montre quelques idées de mutualisation et des projets qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui. Donc, on a des discussions sur un veille technologique mutualisé, donc des PME qui peuvent permettre ça à l'interne, pourquoi pas les faire de façon communautaire. On va mettre en place sûrement un groupe de travail dans la diversification des marchés, notamment les sociétés horlogères ou automobiles qui veulent donc se diversifier dans un domaine médical. On a aussi des discussions avancées avec une société pour valoriser les données SAV et puis rendre ça de façon, en tout cas la méthodologie d'une façon communautaire. Et la même chose pour l'étude des revêtements d'outils de coupe. Donc il y a énormément des méconnus et des doutes
sur les revêtements d'outils et pourquoi pas on peut donc mutualiser ces études-là au lieu de faire 10 fois les mêmes études pour des sociétés séparément. On a plein d'autres idées de sujets et d'ailleurs on est toujours ouvert à recevoir des feedbacks, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, donc à me contacter personnellement ou par ce chat-là. Finalement, je me suis posé donc la question sur les possibilités de mutualisation au niveau technique. Il n'y a pas forcément, quand on parle des techniques, on va parler à partager les moyens de production et des autres infrastructures, mais ça c'est relativement complexe. Il y a pas mal de complexités à mettre ça en place. Donc aujourd'hui, on est plutôt en train de parler de partager déjà un réseau et des contacts d'experts. L'expérience qu'on a pu avoir sur un marché, les partager dans un groupe de travail, partager directement donc, des études de faisabilité, des études d'état de l'art ou de la veille technologique. Dans certains projets, on va faire donc la méthodologie, la standardisation pour par la suite donner la possibilité à chaque entreprise de personnaliser leurs solutions selon les besoins. On peut aussi faire des démonstrateurs qui font les proof of concept d'une technologie qui peut être commune, sur laquelle on va pas forcément se différencier. Il y a toute la partie des essais techniques, comme je disais, notamment la caractérisation de certaines matières ou des outils. Ça peut être lourd, donc on peut les mutualiser et notamment sur la gestion de projet directement des sociétés qui ne veulent pas forcément, ou ils n'ont pas les ressources de faire ça à l'interne, ils sous-traitent tout ça à l'externe et donc c'est là donc on fait aussi la gestion de ces projets. Comme je disais, il y a aussi des possibilités de faire ça au niveau des infrastructures et des moyens de production. Mais c'est là aujourd'hui, en tout cas, Archem n'est pas présent. Il y a aussi la possibilité de mutualiser des autres services qui peuvent être sous-traités, notamment donc informatique, ressources humaines, etc. Ça, on n'est pas non plus présent. Voici, ça c'est juste un slide pour montrer donc si vous voulez donc participer à ce type des projets ou des événements, donc vous pouvez devenir membre. Donc on vous donne la bienvenue pour faire face à cette nouvelle approche et nouvelle révolution culturelle qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette arjuration. Donc Archem est un des partenaires qui vous donne la possibilité de faire ça. Après, il y a d'autres qui le font aussi, comme Microcity. En tout cas, le plus difficile, c'est de faire ces premiers pas. Et nous, on est là pour donner une réponse aux sociétés, typiquement PME, des moyens de production microtechnique. Merci pour votre attention et puis je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Bernat. Peut-être encore un petit complément à tout le monde. On collabore ensemble, Archem et Microcity. On est aussi membres et puis on a fait un appel d'InnoSuisse en février pour postuler un concept sur leur call Innovation Booster. L'idée là-dessus, ça serait de vous aider, de concrétiser vos idées, de les transformer dans des projets. On met des montants substantiels là-dedans et puis on fait une sorte de preuve de concept. Si tout va bien, et puis InnoSuisse a aussi le même avis que nous, on peut commencer l'année prochaine, janvier, avec ce programme, avec une durée de 4 ans. Et puis notre objectif, ça serait de supporter, transformer 45 idées en projets concrets. Sandy, je te donne la parole. Merci Fabiane pour ce complément, merci Laurent, merci Marc, merci Bernat pour vos interventions. Avant de prendre vos questions, il y en a déjà une qui est posée dans le fil de discussion. J'aimerais encore passer la parole à Christophe Sam pour nous amener en quelques minutes un petit éclairage au niveau de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'innovation collaborative. C'est revenu plusieurs fois au travers des présentations qui ont précédé et c'est évidemment un thème central lorsqu'on veut s'ouvrir aux autres,
collaborer avec le risque que ça suppose peut-être. Christophe, je te passe la parole. Merci, volontiers Sandy. Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous faire un cours, une présentation complète sur la propriété intellectuelle. Le but, c'est en quelques minutes, en quelques slides, de lancer la discussion, de lancer la table ronde, et puis de parler notamment de cette question de la confiance qui a déjà été abordée, et de souligner les tensions qui peuvent exister entre, d'une part, une approche ouverte, collaborative de l'innovation et de la propriété intellectuelle, mais aussi les opportunités qu'une approche de la propriété intellectuelle peut offrir en matière d'innovation collaborative. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je suis en gage, j'ai une formation technique à la base, je suis ingénieur en électricité à l'EPFL, et puis maintenant je m'occupe de propriété intellectuelle, j'ai fait des études en droit, je suis juge au tribunal fédéral des brevets, et puis je dirige le cabinet de propriété intellectuelle PTS à Neuchâtel. Alors, en propriété intellectuelle, traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On prend des inventions dans des entreprises, on va obtenir des titres de propriété intellectuelle, on va obtenir des brevets, des designs, des droits d'auteur, toute une panoplie d'armes à disposition pour essayer de protéger ces titres de propriété intellectuelle, pour faire en sorte que une invention, par exemple, qui est née au sein d'une entreprise, puisse être exploité de façon monopolistique par cette entreprise. En faisant cette approche de façon traditionnelle, on crée en quelque sorte des silos. On fait en sorte qu'une invention elle soit utilisée pendant une durée au maximum de 20 ans dans le cas d'un brevet, ça peut être même beaucoup plus long dans le cas d'un design ou d'un droit d'auteur, que cette invention soit utilisée de façon exclusive par une seule entreprise qui se voit ainsi récompensée pour les efforts qu'elle a effectués. Alors, on n'est pas tellement dans la collaboration. Et puis, on l'a bien compris ce soir, c'est un mode de fonctionnement qui est moins efficace. On est de plus en plus dans une nécessité de collaborer. Les produits deviennent de plus en plus complexes. Au début du XXe siècle, si on voulait construire une automobile, on engageait les meilleurs ingénieurs en mécanique et puis on construisait la meilleure automobile, on pouvait avoir du succès. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile. Pour construire une automobile, il faut des connaissances non seulement en mécanique, mais en chimie, en matériaux, en électronique, en logiciel et j'en passe. Et même une entreprise très très grande, même un fabricant automobile, n'a pas en interne toutes les compétences pour être le meilleur au monde dans tous ces domaines. Donc, il devient de plus en plus nécessaire de collaborer. On est aujourd'hui dans un monde dans lequel les sociétés qui sont des leaders ne sont plus celles qui sont capables de développer la meilleure technologie dans tous les domaines sur une très longue période. Les sociétés leaders sont plutôt celles qui se révèlent les plus efficaces pour acheter de la technologie, pour l'intégrer, pour la vendre, pour l'échanger. Donc, on est en plein dans le transfert de technologie. Et c'est vrai aussi pour des sociétés, très grandes sociétés comme Apple. Si vous prenez un iPhone, Apple a une approche très monopolistique, mais si on prend un produit comme l'iPhone, finalement, l'écran, c'est Samsung qui le fabrique, le processeur, c'est Qualcomm, la caméra, c'est encore une autre société. La plupart des applications ne sont pas développées par Apple, mais Apple réussit à prendre tous ces composants, à prendre la meilleure technologie là où elle se trouve pour en faire un produit qui est un produit à succès. Donc, quel est le rôle de la propriété intellectuelle dans ce paradigme, dans ce nouveau mode de fonctionnement? Eh bien, le rôle, c'est de créer un cadre juridique qui permet à ces innovations, qui permet à cette technologie, qui permet à ces logiciels de pouvoir être échangés avec une certaine confiance. On fait, grâce à la propriété intellectuelle, on transforme des idées, on transforme des innovations en des produits qui peuvent être vendus, qui peuvent être loués sous forme de licence, qui peuvent être mis à disposition ou qui peuvent être gardés pour soi si on le souhaite. Donc, on crée en quelque sorte un cadre juridique qui permet à ces innovations qui sont nées de devenir des denrées qui vont pouvoir être échangées avec un cadre juridique qui permet de créer la confiance dont on a déjà beaucoup parlé ce soir.
Une des difficultés, et puis c'est peut-être avec cette slide que j'aimerais lancer en particulier la discussion, une des difficultés lors de l'innovation collaborative, c'est de définir à qui appartiennent les résultats de cette innovation. Pour la plupart des droits de propriété intellectuelle, dans la plupart des pays, si vous faites une invention, si vous créez un design ou un droit d'auteur, et les résultats de cette innovation, eh bien, ils appartiennent à l'inventeur, au créateur, à l'auteur. Et puis, si on a une innovation commune, eh bien, par défaut, on a le régime de la cotitularité, c'est-à-dire que les droits sur cette invention, sur ce design, sur ces droits d'auteur, eh bien, ils appartiennent en commun à chacun. Ce qui rend la situation extrêmement compliquée, puisqu'on a, pour chacune des décisions, un besoin d'unanimité entre chacun des cotitulaires. C'est un petit peu comme si on décide de construire une maison tous ensemble. Alors c'est merveilleux. La construction se passe beaucoup plus vite si on se met tous ensemble pour construire les murs et puis mettre le toit. Mais si on ne s'est pas mis d'accord au préalable pour savoir qui est-ce qui va habiter la maison et puis qui est-ce qui va payer les charges et puis qui est-ce qui va pouvoir la louer, ben, ça devient extrêmement compliqué. Et puis on risque au final d'avoir une maison qui va être à l'abandon. Alors ça paraît une évidence dans le cas immobilier, mais ce sont des choses malheureusement qu'on voit assez souvent dans des projets collaboratifs. On a des projets qui sont développés en commun par différentes sociétés ou par une société et puis un partenaire académique par exemple. Et à défaut d'avoir des règles claires définies au préalable pour savoir qu'est-ce qu'on va faire finalement avec cette innovation, qui est-ce qui va pouvoir l'exploiter, eh bien, on risque d'avoir des situations de blocage. Si un des titulaires s'oppose, par exemple, à déposer un brevet, eh bien, personne ne pourra déposer valablement un brevet. Et même dans le pire des cas, si un des co-inventeurs ou co-créateur refuse aux autres le droit d'exploiter sa création, son invention, eh bien, personne ne pourra l'exploiter. On aura peut-être une magnifique création commune, mais parce qu'un seul des partenaires s'y oppose, plus personne ne pourra l'exploiter. Donc, il est extrêmement important pour que finalement ce mode d'innovation collaborative fonctionne, de définir des règles du jeu, par exemple par un contrat de collaboration qui va définir ces questions de propriété intellectuelle dès le début du partenariat. Quelques-unes des questions auxquelles il faudra répondre dans un tel contrat, je les ai indiquées ici. Tout d'abord, il faudra définir à qui appartiennent les droits sur les résultats de la collaboration. Je l'ai dit, par défaut, c'est la cotitularité, ils appartiennent à tout le monde en même temps. C'est en général beaucoup plus facile de définir qu'il y a une seule entité, une seule société qui détient les droits et puis qui va céder, par exemple, aux autres entités le droit de pouvoir utiliser ces résultats dans des conditions définies, par exemple dans un marché ou pour une application spécifique. On va définir qui est-ce qui peut avoir l'exclusivité sur ces droits, qui est-ce qui pourra utiliser cette invention ou cette solution de façon non exclusive. On a aussi la question de la violation éventuelle de brevets ou de titres de tiers. On développe quelque chose en commun, c'est merveilleux. On a trouvé une solution technologique et puis on se rend compte au bout de son développement que l'on est en train de violer en fait un brevet existant parce qu'il y a un concurrent au Japon, en Chine ou n'importe où qui avait déposé un brevet sur la même solution auparavant, ou bien qu'un bout de code que l'on a intégré dans sa solution, en fait, c'était un code que l'on a récupéré sur Internet qui n'était pas libre. Qui est-ce qui est responsable dans un tel cas? Si on ne définit pas de règles du jeu, on risque de se retrouver dans une situation extrêmement compliquée, soit de responsabilité partagée ou de responsabilité portée par un petit partenaire, par un petit acteur qui n'aura peut-être pas les moyens d'assumer sa responsabilité. Et puis, on a aussi la question de la distribution. On a défini à un certain moment à qui appartiennent ces droits. On a défini qu'un logiciel commun, par exemple, il appartient à telle société, qu'un partenaire a le droit d'exploiter ce logiciel pour son application spécifique. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on veut distribuer ce logiciel? Est-ce qu'on va le distribuer sous forme de logiciel propriétaire, par exemple, le modèle Microsoft? Est-ce qu'on va le distribuer sous forme de logiciel libre, en open source? Mais même un logiciel libre, pour pouvoir imposer des licences de logiciels libres, il faut en premier lieu détenir les droits. On ne peut pas imposer des conditions, des restrictions, même celles que l'on trouve dans un modèle de logiciel libre, si en premier lieu, on ne détient pas ces droits.
ou bien on peut décider de mettre à disposition gratuitement du public ces résultats sous forme de freeware, mais là aussi, on a besoin de l'unanimité des créateurs. Et puis, bien sûr, si cette innovation, si elle génère des profits, si on écrit par exemple un brevet, on obtient un brevet sur cette innovation, que ce brevet, cette solution va être licenciée, qu'il y a des revenus de dividendes, comment est-ce qu'on va partager entre les différents acteurs ces revenus? Ce sont des questions qui sont extrêmement importantes et qui sont nécessaires non seulement pour que les parties se fassent rémunérer pour leurs efforts, mais aussi pour que, au final, l'innovation puisse avoir des chances d'aller sur le marché. Parce que si ces questions ne sont pas réglées, eh bien c'est comme la maison qui a été construite. On a une magnifique maison, mais si personne ne sait qui peut y habiter, la maison risque de rester vide. Voilà, donc je crois que le but de l'innovation collaborative, on l'a compris, on va plus vite en allant tous ensemble, en étant tout seul, mais si on veut aller plus loin, si on veut faire des innovations avec davantage de profondeur, il faut collaborer ensemble. Et puis la propriété intellectuelle, eh bien, c'est en quelque sorte la corde qui nous attache ensemble, qui permet de définir finalement quel chemin on va prendre ensemble et puis la direction dans laquelle on va aller. Merci beaucoup. Merci à toi, Christophe. Encore une fois, merci à vous quatre. Je crois qu'on a eu vraiment 4 inputs, 4 points de vue de l'innovation collaborative très complémentaires. On a pris plus de temps pour les présentations que pour la table ronde, qui n'aura pas lieu évidemment en tant que telle. Le format online s'y prétend relativement mal, vous en conviendrez. Je vous propose de vous passer la parole pour vos questions et je me fais le porte-parole d'une première question qui a été postée dans le fil de discussion par Bruno Studard de l'EPFL. Une question pour toi, Christophe. Quelle est l'évolution de l'industrie de l'exploitation de la propriété intellectuelle en constatant les passes d'armes qu'il y a entre les majors, et cet aspect pourrait effrayer les plus petites organisations? Alors, la propriété intellectuelle est en expansion, bien évidemment. Le nombre de brevets, de marques, de design qui sont déposés au niveau mondial explose de façon exponentielle depuis une trentaine d'années. Ça explose notamment parce qu'il y a de nouvelles technologies qui ont recours à la propriété intellectuelle en matière de brevets. Les brevets, il y a une trentaine d'années, étaient souvent déposés dans des domaines assez traditionnels, la mécanique, l'électronique, la chimie, qui étaient les gros déposants. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux domaines, la génétique, le logiciel, les télécommunications, l'intelligence artificielle qui suscite une croissance importante. Et puis, ça explose aussi parce qu'il y a de nouveaux acteurs, dont la Chine, qui dépose un nombre effarant de brevets. La Chine déposait en l'an 2000 moins de brevets que la Suisse. L'année dernière, ils en ont déposé plus de 3 millions. Il y a 4 millions de brevets déposés par année au niveau mondial, dont 3 millions qui viennent de Chine. Et c'est une vraie volonté politique de la Chine aujourd'hui de suivre le chemin qu'ont suivi auparavant la Corée du Sud, le Japon, de ne pas rester un pays manufacturier, mais d'avoir aussi une véritable production d'innovation, production de développement, qui font évidemment exploser le nombre de brevets et d'autres titres de propriété intellectuelle déposés en Chine et par réaction dans le monde, puisque les autres pays, les États-Unis, l'Europe, sont bien obligés de s'aligner à cette course aux armements. Je suis pas convaincu, par contre, parce qu'on semble lire sur le fait que ça nuise à l'innovation. Enfin, c'est évidemment très difficile. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Trop de propriété intellectuelle, on va effectivement créer trop de silos. On risque d'avoir effectivement des innovations qui vont être monopolisées par des très, très grands acteurs. En pratique, on voit relativement peu ce scénario d'une très grande multinationale, d'un Apple, d'un Microsoft ou d'un géant de l'automobile qui va attaquer une PME ou une start-up suisse. Ce sont des litiges qui sont en fait extrêmement rares. Les sociétés se battent souvent entre sociétés de même taille. On a des méga litiges entre Apple et Samsung, on a des litiges entre PME, mais une approche extrêmement monopolistique, on la constate pas véritablement.
Et puis encore une fois, le fait de détenir beaucoup de brevets, ça n'implique pas nécessairement qu'on va avoir cette approche monopolistique. On voit des sociétés comme IBM, qui est traditionnellement un des plus gros déposants de brevets au niveau mondial. Ils ont toujours été dans le top 5 depuis 20 ou 30 ans et qui est en même temps une des sociétés qui utilise le plus de façon systématique l'open source. Parce qu'ils se rendent compte que c'est bien de détenir les droits, mais que c'est aussi bien de les partager parce qu'ils y trouvent un véritable intérêt. Merci Christophe. Il y a une deuxième question pour toi, mais avant de la lire, peut-être passer la parole à nos invités. S'il y a une question qui veut se faire par oral, le fil de chat est possible également. Fabienne, peut-être? Si vous n'avez pas de questions, je viens avec une question. On a entendu que l'importance de la culture et l'esprit d'ouverture sont très importants dans l'innovation collaborative. Alors, comment le Hub Neuchâtel et Archem, ils alignent les différents acteurs pour le montage des projets? Alors, c'est plutôt une question à Marc et puis à Bernat. Pour répondre. Ouais, comment vous alignez les différents partenaires si vous voyez il y a des différences dans la culture et puis aussi dans cette évolution, transformation culturelle parmi les acteurs? Comment on peut aider à ça? Alors, je peux répondre pour la partie du Hub Neuchâtel. Donc, le Hub Neuchâtel, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où aurait normalement dû se tenir cet événement le 18 mars. Et je crois ce jeudi, et puis finalement pas. Donc, on est en ligne. Donc, le Hub Neuchâtel, c'est un espace de coworking engagé au centre-ville de Neuchâtel, engagé à soutenir tout ce qui touche à l'innovation sociétale et environnementale. Donc, on a dans nos partenariats, parce que c'est là que je pourrais répondre à ta question, je vais aller dans la logique des partenariats. Aujourd'hui, le produit principal qu'on a développé qui sollicite des partenariats, c'est la plateforme qui s'appelle Impacteur. Vous trouverez ça sur impacteur.ch. Impacteur est en fait une série de programmes qui touchent à autant la stimulation de l'entrepreneuriat d'impact, donc avec une finalité sociétale, environnementale, que de la reconversion professionnelle, etc. Tout un tas de thèmes finalement qui sont des programmes d'accompagnement de projets d'entrepreneuriat ou de personnes. Donc on les accompagne à travers. Donc on est évidemment dépendant de partenaires, notamment au point de vue financier. Et puis ensuite, on a des partenaires qui nous rejoignent aussi opérationnellement pour venir contribuer au contenu de ces programmes. Donc là, on est clairement dans une démarche complètement d'innovation puisque rien de tout ça n'existait avant. Il n'y a même pas de framework pour dire comment est-ce qu'on fait ça. Et puis en termes collaboratifs, il y a plusieurs niveaux dans lesquels on est. Déjà à l'interne, c'est une plateforme un peu ouverte de collaboration. Il n'y a pas de structure à proprement dit. Les structures, elles se créent de manière ad hoc selon les programmes et selon les compétences des personnes dont il y a besoin pour démarrer les programmes. Et puis la même chose un petit peu, c'est ces équipes-là qui vont nouer des relations et des contacts avec des sociétés, des structures externes pour le faire. On a en fait jusqu'à ce jour rarement eu besoin de formaliser avec des contrats, sauf lorsqu'il y a des échanges financiers, et même pas à chaque fois. Parfois, ça se fait simplement sur la confiance. Mais on n'a pas la question de propriété intellectuelle. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là dans ma réponse, parce que là, on est disons, dans les stades très précoces d'une innovation. On est avant qu'il y ait des vrais enjeux, notamment de propriété intellectuelle. Donc on n'a pas eu besoin d'aller jusqu'à régler ces choses de manière extrêmement structurée pour l'instant. Bernard, tu veux aussi... Oui, volontiers. Alors, de notre côté, c'est un peu pareil dans le sens où ce n'est pas encore très systématique. Ça prend du temps. Hein. D'abord, c'est par établir la confiance, des rencontres, des discussions, le retour au trial and error, j'ai entendu avant. Donc, c'est ça qu'on procède aujourd'hui. L'idéal, on aimerait faire ça d'une façon plus systématique et automatique, mais on n'est pas encore là. Et nous, dans notre cas, on a déjà eu des projets donc, techniques, et dans ces cas-là, donc, on met en place un contrat des projets qui définit, ou des collaborations, qui définit exactement toute la partie confidentialité et propriété intellectuelle du projet, qui appartient évidemment aux sponsors du projet, qui sont les sociétés qui financent les projets.
Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Je vais prendre la question de Laurent dans le fil du chat. C'est pour toi, Christophe. Comment est-ce qu'on peut éviter que du code informatique, par exemple trouvé en ligne, entre en conflit avec la création de propriétés pardon, Laurent, est-ce que tu peux formuler ta question? J'ai du mal à te lire. Comment est-ce qu'on peut éviter que du code entre en conflit avec la création de propriétés intellectuelles Ah. soit inclus dans le projet? Ce qui se passe, c'est que typiquement, quand on a un code qui est travaillé, par exemple, dans un outil en partie externalisé, il y a beaucoup de gens qui y contribuent. Ça peut être difficile, typiquement, de regarder tout ce qui est copié dans le code. Je sais que typiquement, il y a des entreprises qui scannent un code pour donc de l'open source ou des choses qui ont été émises qui pourraient entrer en conflit. Parce que j'en ai fait l'expérience moi-même quand on s'est fait racheter par Snap. Donc, ils nous ont scanné tout notre code pour voir en fait si là, mais je voulais savoir en fait quelle était en fait l'opinion de Christophe là-dessus. Comment est-ce qu'il y a des méthodes plus efficaces qu'un scanning du code a posteriori? Parce que je sais Snap a engagé une boîte en Californie qui a fait ça pendant une semaine, avec qui j'ai parlé à beaucoup de reprises pour comprendre s'il y avait du code qu'on avait inclus dans notre produit qui pourrait entrer en conflit. Donc, Christophe, j'aimerais savoir qu'est-ce que ton opinion là-dessus, s'il y a d'autres méthodes que du scanning a posteriori. Alors, c'est un vrai problème, c'est un problème que l'on voit de plus en plus souvent, notamment effectivement lorsqu'il y a des levées de fonds, lorsque des startups font des levées de fonds ou qu'elles se font racheter, et puis à un certain moment, il y a une due diligence qui se fait et on en fait aussi et systématiquement, effectivement, on va vérifier si il y a du code soumis à des licences indésirables qui s'est glissé dans le logiciel. Et ce sont des choses qui arrivent en fait extrêmement souvent parce que le code, on a une société qui crée un logiciel avec différents programmeurs, une partie en interne, une partie en externe, une partie est faite par l'université et puis on est en plein dans une innovation collaborative. Chacun va prendre des petits bouts de logiciels sur Internet et puis chacun de ces bouts de logiciels est soumis à des licences différentes les unes des autres. Et puis au final, on se retrouve avec une vraie salade de licences, y compris des licences qui peuvent être des licences contaminantes, par exemple des licences un petit peu techniques, mais des licences de type GPL qui sont des licences, lorsqu'on les a intégrées dans son code informatique, c'est l'ensemble du logiciel qui doit être vendu et distribué comme logiciel libre en open source, ce qui n'est pas toujours désiré. Et on a eu plusieurs fois des situations assez dramatiques de sociétés qui s'apprêtaient à faire des levées de fonds et puis qui n'étaient pas capables en fait de répondre à cette question. Est-ce que vous avez des licences contaminantes dans votre code? Est-ce que vous pouvez nous dire la liste des licences qui s'appliquent? Et on a des sociétés qui ont loupé complètement leur levée de fonds ou bien qui ont perdu 6 mois pour faire leur levée de fonds parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles avaient en fait dans leur propre code, ou elles ont dû parfois réécrire des portions importantes du code pour éviter des modules informatiques qui étaient soumis à des licences qu'ils ne voulaient pas avoir, qui ne leur permettaient pas de distribuer ce logiciel de la façon dont ils le souhaitaient. Alors, les mesures que l'on recommande, c'est déjà des mesures en amont, c'est d'avoir des directives en amont pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la programmation, de dire quelles sont les licences qui sont autorisées, qu'ils ont peut-être même souhaitées, et lesquelles on ne veut pas, et puis de l'imposer ça dans les contrats de travail des employés qui vont faire de la programmation, dans les contrats de sous-traitance pour tous les partenaires externes, d'avoir quelque part un répertoire avec la liste de toutes les licences qui sont inclus, de surveiller aussi les mises à jour, parce que parfois ça peut être assez compliqué. On intègre la version 1.0 du logiciel qui est soumis à un type de licence, et puis quelques mois plus tard, il y a la version 1.1 qui est soumise à une licence qui elle aussi a évolué. Et puis après, on ne sait plus si c'est la licence du 1.0 ou la licence du 1.1 qui est acceptée. On a des problèmes juridiques aussi complexes pour savoir finalement est-ce que cette licence open source, est-ce qu'elle a véritablement été acceptée? C'est une licence qui peut être extrêmement contraignante pour la société qui l'implique, mais finalement, c'est peut-être un programmeur qui n'est même pas un employé qui l'a utilisé. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être imposé? Donc, je crois que la meilleure chose à faire, c'est déjà en avant, au moment où les gens programment, de les rendre attentifs
et si possible de leur faire signer un engagement à signaler le type de code externe qu'ils utilisent. Et puis après, effectivement, si on veut vérifier ce qui a été fait, il existe des scanners informatiques qui fonctionnent un petit peu comme des scanners de virus, qui deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces. Je crois qu'il y a une société en Suisse aussi, au Tessin, qui développe sa propre solution et puis qui permettent de détecter si on a des portions de logiciels qui sont soumises à du open source, par exemple. D'accord. La société au Tessin, elle s'appelle comment? Je ne sais plus son nom, c'est un cat, mais je ne sais plus s'il est Red Cat ou Black Cat ou Blue Cat, mais il y a un chat dedans en tout cas. D'accord. Merci Christophe. Excuse-moi Laurent. Je dis, c'est très intéressant, merci pour la réponse. Pour respecter notre timing, je vous propose peut-être de prendre une dernière question. S'il y a des personnes qui ne se sont pas exprimées, qui souhaiteraient adresser leurs questions ou leurs commentaires maintenant. Ça semble pas être le cas. Je vous propose, moi, peut-être une dernière, de passer pour le mot de la fin, la parole à Laurent Balmelli, qui est invité également comme keynote speaker au prochain événement en ligne qu'on vous proposera le 27 mai. Certains d'entre vous ont l'habitude de venir à nos Venture Talk. Eh bien, on va lancer les Online Venture Talk. Et Laurent est notre prochain intervenant sur le thème Behind Marketing, Bull Innovation. Laurent, est-ce que tu peux nous en faire un pitch de 30 secondes? Alors vraiment 30 secondes, pas prendre plus de temps qu'on a pris aujourd'hui aux gens. J'avais juste préparé une slide, mais comme j'étais arrivé aux 15 minutes, je ne sais pas si vous voyez mon écran là, comme j'étais arrivé aux 15 minutes, donc c'est simplement pour vous dire qu'à la fin mai, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire en fin mars normalement, c'est ça, samedi? Non, non, la date n'a pas été changée. Ça n'a pas été changé. En fait, c'est pour vous dire que les méthodes d'innovation, ce n'est pas que du voodoo, mais en fait, il y a des méthodes bien établies qui sont bien documentées et qui a donc ce qu'on appelle des best practices. Je vais parler un peu de toutes ces choses-là, un peu démystifier aussi ce que ça veut dire la disruption, parce que c'est un peu utilisé dans tous les sens, mais c'est une définition. Si on regarde ce que les gens de Harvard, par exemple, font, notamment Clayton Christensen ici, ça a un sens bien précis. Alors, on peut utiliser comme on veut, mais il y a quand même un sens bien précis dans la littérature qui explique une trajectoire dans la stratégie d'une entreprise. Tout ce qui est de Lean Startup, je pense que c'est important pour les gens qui font une startup ou même une entreprise avec un nouveau produit de savoir qu'est-ce que c'est. Le design thinking qui est devenu de plus en plus important dans la création des produits parce qu'on veut être un produit il y a un aspect émotionnel aussi quand on le crée pour les clients. C'est aussi ce que Christensen ici fait dans Competing Against Luck. Et évidemment, si les gens s'intéressaient par DevOps, je veux aussi introduire en fait brièvement ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça devient très difficile de développer un produit si on ne met pas un processus de DevOps en place, parce qu'on a au XXIe siècle et les processus de création linéaire n'existent plus. Donc, en fait, je pense que une méthodologie comme DevOps, ça sera important. Donc, je vais parler un peu de toutes ces choses-là pour démystifier un peu toutes ces choses, puis dire qu'elles sont abordables pour les gens qui veulent créer une entreprise ou créer un nouveau produit. Voilà.